Vérone. On pourrait dresser un portrait idyllique et romantique s'il nous fallait simplement nous fier à la légende et à la renommée qui accompagne ce nom. Si tant est-il que les prénoms pourraient avoir une influence sur la personnalité des individus, point n'est alors besoin de lire dans une boule de cristal ou interroger des astres, car en réalité, c'est un astre. Le destin exceptionnel et fabuleux de Vérone Mancourt est la preuve que la nature farçonne les humains selon la voie que l'on s'est tracée dès le départ. Tout comme cette belle province de l'Italie qui s'offre généreusement à l'attrait touristique du visiteur, Vérone a bâti sa réputation sur un certain nombre de valeurs. Ainsi, dans un environnement de plus en plus imprégné des technologies de l'information et face à tous ces pesanteurs qui tirent l'Afrique vers le bas, il avait peu de chances de ne pas baigner dans du social. À la vérité, si les réseaux sociaux se l'arrachent aujourd'hui, c'est bien évidemment qu'il est à la base d'une révolution qui est tout d'abord sociale avant d'être technologique. L'histoire de Vérone Mancourt et de VMK commence en 2006. À l'époque, ce n'était pas encore VMK, j'étais employé quelque part d'autre. Et j'ai commencé à me dire que la connexion en Afrique coûtait trop cher, la technologie coûtait trop cher, il fallait donner accès à tout le monde, au plus grand nombre en tout cas, à la technologie. Et j'ai commencé à réfléchir sur la conception d'un ordinateur. Et le projet a mûri pour devenir une tablette un an plus tard. Et de 2007 à 2010, ce fut la période de recherche et développement. Ensuite, cette période passée, nous sommes passés à l'étape de recherche et financement. En 2011, on présentait notre premier produit qui était la tablette, ce qui était une bonne chose parce que c'était la première fois que ça se faisait dans ce continent. Et un an plus tard, nous avons réitéré notre expérience avec cette fois-ci un smartphone qui est aussi, je pense, quelque chose de grand, pas pour nous, mais pour le nombre de personnes qui auront accès à cette technologie parce qu'elle sera devenue abordable. Et vous savez, le pire dans un projet, c'est que ce projet, quand ça prend du temps, ça altère un peu votre foi en ce projet. Vous commencez à vous poser des questions parce que plus un projet est grand, plus vous rencontrez un grand nombre d'obstacles dans la vie de ce projet-là. Et moi, j'ai su tenir, j'ai su regarder fixement, j'ai su fixer mes objectifs et je les ai atteints. Voilà, c'est le plus important. Et c'est vrai, il fallait être un peu fou pour y arriver. Et de toute façon, il y en a qui disent que ceux qui sont assez fous pour croire en leurs rêves réussissent à les réaliser. Et moi, j'étais assez fou pour croire que je pouvais créer une tablette, à concevoir en tout cas. On s'est dit qu'il fallait donner la technologie à tout le monde. Il fallait que tout le monde puisse avoir accès à la technologie. Nous avons commencé avec la tablette. Mais je ne considère pas que donner la technologie à tout le monde, ça s'arrêtait à concevoir une tablette. Il y a beaucoup de façons de transmettre cette technologie-là. Et un smartphone était quelque chose qui doit rentrer dans le quotidien des Africains. On l'a déjà réussi avec le téléphone et le smartphone, c'est juste ces fonctionnalités qu'on a ajoutées encore au téléphone pour permettre à tout un chacun d'avoir une vie assez facile et assez ouverte au monde. Et nous, on s'est dit que la technologie passait aussi par le smartphone et nous avons décidé de travailler sur un smartphone. La tablette n'aurait connu ou pas un succès, mais nous aurions quand même travaillé sur un smartphone parce que ça constituait pour nous un défi. Si ce défi semble lui avoir permis de concrétiser ses ambitions et celles de tout un continent longtemps banni de la civilisation du savoir, les innovations apportées par ce natif de Brazzaville au Congo dans l'univers des TIC semblent avoir repositionné l'Afrique dans le concert des nations. Du travail, de l'acharnement, mais surtout de l'audace, qui ont fini par faire de son histoire une aventure unique, parfois épique, mais toujours stimulante. Nous avons eu, bien entendu, beaucoup de difficultés. Et la plus grande, certainement, c'est la recherche financement. Vous savez, on a grandi à l'école, on nous disait toujours que l'idée commence d'abord, après le financement, on le trouve après. Chez moi, j'ai eu l'idée, mais le financement, j'ai vraiment peiné pour le trouver. Et la recherche de financement, les problèmes de financement ne peuvent pas écarter les autres problèmes tout aussi importants. Je prends le cadre de la recherche, à partir de recherche et développement. Vous savez, les tablettes, c'est quelque chose qu'on n'avait pas l'habitude de voir en Afrique. Et quand on voulait se former sur cela, on s'est rendu compte qu'il fallait beaucoup de recherche, il fallait beaucoup de formation, il fallait beaucoup de connaissances. Et malheureusement, pour nous, les pays francophones, d'abord, on n'a pas beaucoup de librairies, de bibliothèques où on peut s'approvisionner en livres
comme on le souhaiterait. Du coup, j'ai dû beaucoup voyager pour aller d'abord rechercher le contenu, rechercher la connaissance, et ensuite c'était la phase de recherche et financement. En gros, c'est cette difficulté d'avoir des cycles qui nous permettraient ici en Afrique francophone, en tout cas chez moi au Congo, pour pouvoir accélérer ce projet et ensuite le financement. La durée, la vie d'un produit, il y a plusieurs étapes. On a le prototypage, on a d'abord la recherche et développement, le prototypage et puis la production. Pour le cas de la recherche et développement, je n'ai eu aucun soutien. Pour le cas du prototypage aussi, je n'ai pas eu de soutien. Ça, c'est un fait. Ce n'est que dans la partie de la recherche, dans la production, la recherche et financement, pour la production que j'ai eu un soutien qui est un soutien de taille, parce que c'est l'État congolais qui a mis de l'argent dans la poche pour pouvoir m'aider sur ce projet-là. Mais vous savez, quand on s'illustre dans un projet où on ne vous attend pas, où on se dit que nous, on est zéro dedans, difficile de fédérer les gens autour de vous. On a cherché le financement, c'était assez frustrant parce que tout était là, mais c'était le financement qui manquait. Absence de moyens financiers ou manque de volonté pour investir dans un secteur qui tranche avec les besoins primaires de la population urbaine et rurale africaine. L'État congolais a flairé le bon coup de Mankou et y a injecté des capitaux. Mais combien de pays africains ont compris que la technologie a des solutions pour booster l'économie de l'Afrique? Généralement, même partout en Afrique, on se dit que les gouvernants ou les gouvernements n'investissent pas trop dans les projets jeunes. Mais l'exemple est que la tablette a pu arriver sur le marché via l'aide d'un gouvernement. Je pense que c'est quelque chose qui mérite d'être noté, que parfois la réalité est souvent différente. C'est vrai que le pourcentage des jeunes entrepreneurs ou des jeunes concepteurs de projets qui viennent demander le financement est très faible quand on voit la concrétisation de ces projets derrière. Mais je pense qu'il y a une volonté quand même dans certains pays d'aider la jeunesse. Mais face aux réalités que nous avons, d'ordre sécuritaire, d'éducation, sanitaire et tout, on considère que le pourcentage est encore faible, mais c'est la volonté qui compte, c'est l'acte qui compte. Même aujourd'hui, il faut le reconnaître que quand on sait que nous n'avons pas beaucoup de routes en Afrique, nous n'avons pas beaucoup d'écoles et tout, on comprend que l'importance des décisions de nos gouvernants, en tout cas, soit dirigée vers ces domaines-là. Mais lorsque j'ai commencé à parler du projet de la tablette autour de moi, je ne vous cache pas que ça fait rire. Mais vous savez, c'est même ça, un projet, c'est vous-même qui vous donnez la dimension dont vous avez besoin qu'elle puisse atteindre. Et moi, j'ai continué à croire à mon projet. Plus je croyais à mon projet, plus j'ai commencé à fédérer les gens autour de moi. Et plus le projet devenait concret, plus le ressentiment des gens autour de moi changeait. Du coup, je me suis levé un jour en disant que je vais faire une tablette. Bien entendu, ça faisait rire, mais après, ça devenait sérieux. Et là, j'ai eu beaucoup de soutien. Un succès sur lequel voudrait s'inscrire le nouvel envol économique d'un continent qui n'a toujours pas cru en ses potentialités. Les mentalités doivent refonder les habitudes et donner un élan à la croissance économique et sociale. Bon, vous savez, moi j'ai appris quelque chose. Vous savez, moi au Congo d'en face, tout comme les deux Congos, on a connu des périodes assez troubles. Et de ces périodes, il en est ressorti que vouloir se venger n'emmène jamais à quelque chose de bon. Donc on ne peut pas parler de sentiment de revanche. Non, moi je dois plutôt parler d'appartenance. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde où tout va vite, où la technologie, on voit les entreprises qui sont en train de s'illustrer dessus un peu partout. Et on doit s'approprier cette technologie-là. Et si on ne le fait pas, d'autres le feront pour nous. Moi, je me suis dit, si il faut attendre que les autres commencent toujours par faire pour que nous, on puisse suivre, ce n'est pas une bonne façon d'avancer. Moi, j'ai décidé de faire quelque chose qui était assez délicat à l'époque, mais je pense assez crédible pour l'Afrique. Alors, la RDC a beaucoup de richesses, c'est vrai. Il y a beaucoup de composants. Il y a beaucoup de richesses de son sol qui, une fois transformés, se retrouvent dans nos produits. Mais le problème est que, comme pour la plupart des pays africains, nous avons de la richesse, mais nous savons extraire cette richesse, mais nous ne savons pas la transformer sur place. Ce qui fait que les composants que nous utilisons dans nos produits sont pour la plupart un grain d'Afrique dedans, mais la transformation ne se fait jamais sur place. Vous allez avoir du coltan qui est produit en RDC, ça va en Chine, ça va en Asie, ça devient dans des microprocesseurs et nous allons acheter ces microprocesseurs jusqu'à 10 fois plus cher que le coût du coltan. L'Afrique a beaucoup de problèmes. Et
Le problème de l'Afrique, c'est qu'on n'a pas un problème où il y a une solution générale. Il y a beaucoup trop de culture en Afrique, il y a beaucoup trop de choses qu'il faut rendre en compte. Et ce qui fait que la solution qui pourrait marcher pour le Congo, on va dire, quand on voit en vue d'ensemble, ça pourrait marcher un peu partout, mais vu les spécificités de chaque pays, c'est généralement pas la même chose qui est appliquée. Mais je ne suis pas vraiment un spécialiste de la question et en termes de technologie, je considère quand même qu'il y a des choses qui sont en train de se faire. Il y a un réveil un peu partout, en Afrique, partout, la jeunesse surtout a pris les devants pour se lancer dans des projets tant innovants qu'utilitaires. Et c'est ce qui compte en fait. C'est ce que nous en faisons de la technologie. On aurait pu se détruire avec ces technologies-là, mais on est en train de construire avec ça. Je pense que c'est ça le truc le plus important. Et je suis heureux de savoir qu'un peu partout en Afrique, tout le monde est en train de se lancer. Beaucoup de jeunes sont en train d'y croire. Et si les grands pays comme les États-Unis ou la Corée du Sud ont pu changer leur face à travers le monde par les technologies, je pense que l'Afrique a un coup à jouer et elle doit jouer ce coup-là. Et c'est déjà une bonne chose de voir ce qui est en train d'arriver. Bon, il y a des grandes choses qui restent à faire, on laisse le temps au temps. À 26 ans, on a encore le temps de rêver. Et ces rêves à lui, comme la plupart de ces personnes qui se sont fait un nom sur l'échiquier mondial de la téléphonie mobile, se construisent dans des ateliers de fabrication de téléphones portables. Et même s'il n'a pas la marque de la pomme, il espère croquer de grosses firmes, car tous lui reconnaissent le talent et l'ingéniosité. Moi, je considère que beaucoup de ceux qui travaillent dans ces firmes-là ont été ravis de voir qu'il pouvait venir quelque chose de bon de l'Afrique, à part les images qu'on avait de l'Afrique. Bon, nous sommes d'abord dans un monde d'affaires et les grosses firmes que vous parlez sont tous mes concurrents. Donc, il est de mon intérêt de ne pas chercher à savoir ce qu'ils pensent de moi ou à savoir ce qu'ils vont faire de moi pour mieux vivre. Vous savez, dans ces choses-là, parfois, on avance mieux quand on ignore ce qui existe autour de soi. Et c'est peut-être parce qu'on a ignoré tout ce qui existait autour de nous qu'on a pu réussir ce coup. Parce que si on commençait à réfléchir que, bon, on va lancer un produit, tiens, en face de nous, nous avons un très grand, comment il va réagir et tout. Rien que le fait d'avoir ces pensées vont vous démotiver sur votre propre projet. Nous, on n'a pas voulu voir tout le monde. On a cru en notre projet, on est avancé. Il l'a fait. Et il est un motif supplémentaire de fierté pour un continent, mais surtout pour le Congo, son pays natal. Bon, quand on se limite qu'au Congo, généralement, on n'a pas une vision objective de la chose. Nous avons voulu nous illustrer dans un domaine où on ne nous attendait pas. Et tout parent sait que quand vous avez un enfant, vous envoyez à l'école, chaque jour il vous ramène un 5 sur 10, un 8 sur 10, le jour il vous ramène 10 sur 10, ça frappe. Et vous voyez, le papa il est tout content, il se prend avec son enfant un peu partout en disant ça c'est mon fils. Et c'est ce sentiment que j'ai ressenti un peu partout en Afrique. Si biologiquement, il ne lui revendique pas la paternité, avant de jouer son rôle de ministre congolais des Postes et des Technologies de l'Information, il a toujours été un père pour ce jeune qui n'a pas fini d'éblouir tout le continent par ses bonnes notes. Au-delà du fait que ce soit un compatriote, c'est un Africain. Pour une fois que l'Afrique, une des rares fois où l'Afrique n'est pas seulement vue à travers le malheur, mais vue à travers des réalisations qui sont des réalisations positives, eh bien, je crois que c'est un sujet de fierté pour tous les Africains que nous sommes. Et nous ne manquons ni de capacité d'entreprendre, ni de capacité d'innovation chez nos jeunes, ni tout simplement de génie, nous en avons. Simplement, entre l'idée, la conception de cette idée et sa concrétisation, il y a un maillon qui manque, c'est le financement. C'est à l'État de mettre en place les conditions, les États respectifs, de mettre en place les conditions de financement optimal de ces activités, non seulement génératrices de revenus pour les jeunes, mais génératrices d'activités. Bon, le Congo j'en ai discuté avec mon collègue ministre de la Jeunesse d'ailleurs, mettre en place incessamment, courant 2013, nous le souhaitons, un fonds d'appui aux activités productrices de revenus au niveau des jeunes. Et ce fonds d'appui va permettre de financer par des microcrédits, tout simplement d'État, eh bien, les idées innovantes du type de celle de M. Mankou. Des conseils qu'il a mis à profit pour atteindre de telles performances. On lui aurait donc reproché son ingratitude s'il ne s'était pas invité au débat. Lui, si jeune, à qui le destin a forgé un caractère de gagnant. Bon, alors, vous savez, moi je pense que pour emprunter un slogan d'une marque de boisson assez connue en Afrique, il y a 1 milliard de raisons pour croire en l'Afrique. Et
Aujourd'hui, quand on sait que la plus grande partie de ce peuple-là, la plus grande part de la population étant des jeunes, en gros, l'Afrique de demain, c'est les jeunes d'aujourd'hui qui vont la bâtir. Et pour réussir, il faut d'abord être passionné dans ce qu'on fait. Il n'y a pas que dans les nouvelles technologies qu'on peut exceller. Il y a dans plusieurs domaines. Moi, je me rappelle avoir lu quelque part qu'on disait l'Africain est le roi de la débrouille. Tout seul, il a réussi à faire des grandes choses. Il suffit juste de mettre un peu de professionnalisme dedans, un peu de sérieux. Vous verrez que ce qu'on appelait à l'époque débrouillardise, ça va s'appeler professionnalisme. Et donc, je dirais aux jeunes d'être passionnés, d'avoir de la passion pour ce qu'ils font, d'être un peu fou, parce que cette folie va vous permettre de faire des grandes choses. Je suppose qu'à l'époque, il y a quelques décennies ou quelques années avant moi, le type qui avait dit qu'on va faire voler les hommes dans un avion, je ne sais pas, dans quelque chose comme ça, tout le monde l'a pris pour un fou. S'il s'était arrêté par le ressentiment que les gens avaient pour son projet, il ne serait pas allé loin. Mais parce qu'il y a cru, il a commencé à travailler dessus et d'autres ont suivi ce qu'il a fait. Et aujourd'hui, moi, je quitte Brazzaville à 10 heures, j'arrive en Côte d'Ivoire quelques heures plus tard. À l'époque, il fallait marcher ou passer par la mer. En gros, il faut être fou, il faut être passionné, il faut croire en ce qu'on fait. Moi, je pense que c'est la plus grande chose, croire en ce qu'on fait. Aujourd'hui, il espère créer des emplois et permettre à ces jeunes de s'insérer dans le tissu économique de leur pays à travers des contrats de vente des produits estampillés VMK. En attendant, il continue de peaufiner sa stratégie de vente. Nous sommes en train de travailler pour l'ouverture d'une filiale en Côte d'Ivoire qui va se faire dans quelques jours, sinon dans quelques semaines. Et je pense que c'est déjà un point. C'est déjà un point. Oui, nous avons un grand plan d'expansion un peu partout parce que nous voulons que les produits VMK puissent être disponibles partout en Afrique. Il y a une stratégie qui est en cours d'établissement et en tout cas dans les jours qui vont suivre, les semaines qui vont suivre, on en saura un peu plus sur cette technologie, sur cette politique commerciale que nous avons instaurée. Mais je pense qu'aujourd'hui, le but pour nous, c'est de donner accès à la technologie au plus grand nombre. Et nous n'allons pas nous arrêter tant que tout le monde n'aura pas accès à la technologie. Voilà. Et quelle que soit la stratégie commerciale que nous allons choisir, on choisira celle qui est la plus proche de nos usagers. Cette stratégie a été dévoilée en présence des ministres ivoiriens et congolais des TIC lors de la 8e édition des Africa Telecom People tenue à Abidjan les 3 et 4 octobre 2012 à l'hôtel Ivoire d'Abidjan Cocody. Ça va très bien. Excellence, bienvenue chez vous. On est chez nous ici, VMK, comme vous le savez, nous avons une tablette qui est sur le marché depuis janvier. Nous avons un smartphone qui va être sur le marché en fin octobre. Et le smartphone sera disponible au Congo-Brazzaville le même jour qu'à Abidjan. Et nous espérons que nous allons faire les lancements aux deux moments. Nous avons d'autres projets en cours, mais ceux-ci sont nos seuls produits qui ont fait beaucoup d'écho ces derniers temps-ci, ce qui est une bonne chose pour nous. Mais nous espérons pour entrer dans le marché ivoirien avoir le soutien du ministère, car si nous avons réussi à faire des prix attractifs au Congo parce qu'on a eu des facilités d'ordre douanière et de plusieurs sortes au Congo pour avoir ces téléphones à ces prix-là, et nous espérons réitérer l'expérience en Côte d'Ivoire qui est, comme vous avez su le dire, un pays frère. Alors, la tablette est vendue aujourd'hui à combien? Ici, oui. C'est vendu à 150 000 francs, oui, et le smartphone sera vendu à 85 000 francs. Nous passerons auprès de votre cabinet vous remettre votre smartphone. Et comment réagissent les Ivoiriens? Ils sont déjà très friands des technologies, mais ils aiment bien le produit. Vous allez voir autour de moi, il y a toute une bande de jeunes qui sont venus juste pour voir le produit. Ils aiment bien le produit et nous avons eu beaucoup de demandes de distribution un peu partout, que ce soit des distributeurs installés ou dans le black market. En tout cas, l'accueil est très chaleureux et nous espérons retourner ça en succès commercial. Vous avez tous nos encouragements et notre soutien. Tout ce qu'on pourra faire, il ne faut pas hésiter. On est à votre disposition. Merci. Bravo, Véron. Moi, je pense qu'en matière de technologie, l'Afrique est encore en train de dormir. Mais le sommeil, le réveil est proche parce qu'on va dire que c'est un sommeil de 4 heures, 5 heures. Vu ce qui est en train de se passer un peu partout, il y a vraiment un réveil qui est en train de se faire. Et ce réveil
ne se matérialise pas seulement par le monsieur qui a fait sa tablette ou son smartphone. Ce réveil se matérialise par tout ce qui font l'écosystème des nouvelles technologies, ceux qui créent des applications, ceux qui créent de la valeur, au fait. Et je sais que d'ici quelques années, au plus dans 10 ans, on aurait rattrapé, ou en tout cas, on aurait vraiment rattrapé un grand retard qu'on avait accumulé. C'est un fait. L'Afrique est en train de changer, l'Afrique est en train de se réveiller. Il n'y a que des aveugles pour ne pas voir ça. On en aurait voulu à la création si l'on n'avait pas vu pour la première fois de l'histoire un Africain susciter autant d'attention et attirer tous les regards sur un continent dont la seule invention se résumait jusqu'ici à la découverte de l'écriture. Depuis ce temps, il a disparu sur la tablette des grandes innovations apportées par l'humanité. Aujourd'hui, avec Vironmanco, l'Afrique réécrit une nouvelle page de son histoire, de son passé et de son avenir à travers une tablette numérique et un smartphone.